Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Thibaut Brière, bonjour. Vous êtes philosophe et vous avez décidé de mettre en application vos compétences en entreprise. Pourquoi? Eh bien, parce que je pense que la philosophie peut avoir justement un intérêt pour le monde de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de l'esprit critique. Je crois que la capacité de discernement développée par l'exercice de la philosophie, d'une part, est particulièrement utile en entreprise, et d'autre part, la capacité à se lever dans la pensée d'un autre, à se couler dans une pensée qui éventuellement peut ne pas être la nôtre, mais néanmoins essayer de la comprendre mieux qu'elle ne se comprend elle-même pour essayer de la soutenir, d'argumenter en son sens. Voilà Alors, deux compétences qui me semblent pouvoir être valorisées en entreprise. en quoi consistent exactement les missions d'un philosophe en entreprise? Alors, il n'y a pas de fiche, de job description de ce que c'est qu'un philosophe en entreprise. Ça varie d'une entreprise, si je puis dire, à l'autre en fonction du contrat moral qui est établi avec le commanditaire. À ma connaissance, il n'y a pas, à part moi, lorsque j'étais justement en position pendant 7 ans, à ma connaissance, il n'y a pas de philosophe salarié en entreprise. C'est-à-dire de personnes qui soient embauchées pour faire explicitement de la philosophie dans l'entreprise. La plupart du temps, ce sont des philosophes qui viennent faire des conférences ou alors des personnes qui, ayant une formation philosophique, viennent mener des missions de conseil ou des formations ponctuelles dans l'entreprise. Moi, ma fonction était un petit peu particulière parce que j'étais salarié de l'entreprise. J'ai, dans un premier temps, en fait, mis en mots la philosophie de l'entreprise. Donc, on en a fait un livre avec le fondateur de l'entreprise. Donc, moi, il s'agissait du groupe Hervé. Le groupe Hervé, c'est 3000 personnes, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, et en France, au Maroc, au Belgique, Luxembourg, voilà, dans différents pays. Et ils sont principalement sur le secteur du BTP second œuvre, mais ils ont également des activités dans le secteur du numérique et dans le secteur de l'industrie lourde, chaudronnerie industrielle et serrurerie notamment. Et moi, dans ce cadre, en fait, j'ai aidé le fondateur. C'était une entreprise qui avait une 40aine d'années d'existence, donc une ETI, comme on dit aujourd'hui, une entreprise de taille intermédiaire. Et j'ai aidé le fondateur à mettre en mots cette philosophie. On en a fait un livre publié sous deux noms d'auteurs, du coup, le mien et puis celui de Michel Hervé, le patron fondateur du groupe Hervé. Et ce livre s'appelle Le pouvoir au-delà du pouvoir, de l'exigence de démocratie dans toute organisation. Parce que l'idée de ce patron est que il faudrait, enfin l'idée de ce patron en tout cas, c'est que dans son entreprise, il aurait, selon lui, réussi à mettre en œuvre depuis une 40aine d'années une forme de démocratie participative appliquée à l'entreprise. D'où le titre de cet ouvrage. Donc, après avoir formalisé cette philosophie d'entreprise en un livre, j'ai été chargé de la diffuser, de la valoriser, de la diffuser, de la soutenir. Donc, à la fois en interne et puis à l'extérieur. En interne, Patricia, ça passait par des formations au management, formation au savoir-être à destination de l'ensemble des salariés, plus particulièrement des managers. Donc, je formais personnellement, je concevais et formais personnellement notamment les 200 managers d'activité de ce groupe. Et puis, à l'extérieur, mon travail consistait à participer à un certain nombre de colloques, de petits déjeuners professionnels, de conférences, pour expliquer, enseigner, si on veut, cette philosophie d'entreprise auprès de personnes susceptibles d'être intéressées par des nouvelles manières de faire, une manière en tout cas originale. Voilà, Patricia, en quoi consistait mon activité. Et puis alors, je me permets juste d'ajouter quelque chose. Il se trouvait que c'était un moment où le fondateur passait la main à son fils en termes de direction. Et donc, il m'avait positionné dans l'organigramme à côté du fils, qui lui était nommé président du directoire, pour acculturer le fils aux manières de faire du père, pour faire passer la philosophie d'entreprise paternelle dans l'esprit un petit peu du fils. Et donc, voilà, j'avais différents rôles, et à ce titre, notamment, je participais aux réunions du directoire de l'entreprise pour dire aux membres, à tous les membres, du directoire, et puis en particulier au président du directoire, le fils qui venait d'être nommé, quels écarts je percevais entre la théorie managériale soutenue officiellement en interne et puis les pratiques opérationnelles des uns et des autres.
Et avec le recul, quels étaient les avantages et inconvénients de cette position de philosophe? Alors, les avantages, moi, ce sont pendant longtemps les avantages qui m'ont paru majeurs, à savoir, enfin, une entreprise qui semble avoir attribué un vrai rôle, un véritable rôle à la critique, à la fécondité de la contradiction. Une entreprise qui n'hésite pas à faire une création de poste, à embaucher un philosophe d'entreprise. Officiellement, j'ai été délégué à la philosophie de l'organisation. Qui n'hésite pas à embaucher quelqu'un pour justement valoriser d'une part la philosophie de l'entreprise et d'autre part, verbalement, qui disait être ouverte aux critiques, voire même les solliciter pour s'en nourrir. Et donc, ça me semblait extrêmement précieux. Donc, premier avantage, moi, c'était mon indépendance. C'est-à-dire que j'étais directement rattaché au président du conseil de surveillance, Michel Hervé, de manière à ce que, a-t-il toujours dit, à ce que justement je sois indépendant de la chaîne hiérarchique opérationnelle et notamment indépendant hiérarchiquement du président du directoire qu'il s'agissait pour moi notamment en partie de former. Et donc l'indépendance d'esprit, l'indépendance de parole, hein, ma valeur ajoutée, c'était précisément de pouvoir avoir une liberté de ton que d'autres salariés ne peuvent pas se permettre, une sorte de fou du roi, si vous voulez, de Jiminy Cricket dans l'organisation. Et puis, alors les désavantages, eh bien les désavantages, c'est néanmoins le fait d'être salarié. Donc le jour où, si je puis dire, où vous ne plaisez plus, y compris là au président du conseil de surveillance, à votre commanditaire, eh bien vous êtes évincé, vous êtes mis sur la touche pour une raison ou pour une autre, parce qu'il se trouve que vous pouvez à un moment ne plus partager l'entièreté de la philosophie d'entreprise qui elle-même peut être amenée à évoluer. Et en l'occurrence, s'agissant de mon cas, à un moment, j'étais effectivement en désaccord avec un certain nombre de pratiques. Bon, mais ça, c'était ancien, mais aussi d'évolution, de justification théorique. Et donc, eh bien, à partir de ce moment-là, naturellement, vous êtes mis sur la touche. Voilà. Et alors, les inconvénients aussi, c'est les écarts que vous pouvez percevoir. C'est la sincérité de l'intention de votre commanditaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il peut vous dire des choses, il peut vous dire la main sur le cœur, la larme à l'œil, voilà ce que je veux faire. Vous le croyez, d'autant qu'il y a un certain nombre d'indices allant dans ce sens. Et puis, petit à petit, à force de connaître les uns les autres, de mieux pénétrer les intentions, vous apercevez parfois que ce n'est pas aussi sincère que ça pouvait le paraître. Alors du coup, si on comprend bien, finalement, le philosophe qui est censé adopter une attitude neutre, objective, distante, il a un petit peu du mal à être à la fois salarié et philosophe au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui, oui, c'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. Il est le cul entre deux chaises, osons l'expression. Mais cet inconfort, si vous voulez, très bien. Lui, c'est son inconfort à lui. Mais dans quelle position professionnelle n'a-t-on pas d'inconfort? Dans quelle position professionnelle n'est-on pas tiraillé entre ses convictions personnelles et puis son devoir économique, son devoir professionnel? Donc oui, il y a un inconfort, mais vous savez, même si le philosophe était indépendant, admettons que le philosophe qui intervienne dans l'entreprise soit à son propre compte. Eh bien, dans ce cas-là, il va n'avoir qu'une vue extérieure de l'entreprise. Et puis, c'est facile de juger les choses quand on est extérieur, lorsqu'on ne les vit pas de l'intérieur, lorsqu'on n'est pas rentré dans la complexité des choses, dans les nuances, etc. Et donc, il y a des désavantages à être extérieur, et comme il y a des désavantages à être de l'intérieur, parce qu'on peut être taxé d'être à la fois jugé parti, on peut trouver que son indépendance s'en trouve amoindrie, etc. Moi, en l'occurrence, j'avais véritablement une position privilégiée, c'est-à-dire que pour essayer d'éviter les inévitables biais au fait d'être un philosophe salarié d'une entreprise, il était absolument clair moralement, dans le contrat moral avec mon employeur, que j'avais une totale liberté de ton et d'action. Ceci dit, assez rapidement, je me suis aperçu que néanmoins, je ne pouvais pas tout dire en interne et assez rapidement, la hiérarchie interne, y compris mon propre commanditaire, m'ont fait comprendre qu'il y avait un certain nombre de critiques que je pouvais exprimer à l'extérieur, mais il y en avait d'autres, plus incisives, plus portant sur l'ensemble du système, que je devais garder pour les seuls membres du directoire. Avec le recul aujourd'hui, cette position de philosophe en entreprise que vous avez expérimentée, vous pensez que c'est quelque chose qui a finalement du sens et que les entreprises ont intérêt à mettre en œuvre et dans ces conditions, pour quelles raisons? Oui, Patricia, moi je suis absolument convaincu des vertus de la critique
et des vertus qu'il y aurait pour des moyennes et grandes entreprises à instituer en interne une position critique. Une position critique. Parce que n'importe quelle organisation humaine, comme l'est une entreprise, a toujours tendance à se défendre, à défendre l'institution, de sorte qu'il y a toujours une forme d'omerta dans quelque institution humaine qu'elle soit. Et il est d'autant plus utile lorsqu'on est dans une entreprise à vocation économique, je veux dire, d'être agile, c'est-à-dire d'être capable de se remettre en question pour éviter des risques de réputation, éviter d'éventuels lanceurs d'alerte, eh bien, d'intégrer toutes les critiques que l'on peut adresser en interne. Et donc d'avoir quelqu'un vraiment adoptant une sorte de position de fou du roi, comme j'en parlais tout à l'heure, capable de dire, de mettre les pieds dans le plat, de dire ce que les autres n'osent pas dire, de manière à permettre aux dirigeants d'éviter les phénomènes de cours, enfin tous les différents filtres, si vous voulez, induits par la hiérarchie. Et donc, il y a deux manières de faire. D'une part, on peut soit institutionnaliser une fonction critique dans l'entreprise, comme l'était mon poste de philosophe d'entreprise. Et d'autre part, on peut instituer un comité de Critical Friends, traduit en français par comité des parties prenantes chez Veolia, c'est-à-dire une instance partiellement composée de gens de l'interne et partiellement composée de gens venant de l'extérieur, chargée de dire un petit peu ces quatre vérités à l'entreprise sur son évolution, sa stratégie, etc. Voilà deux manières que je vois d'essayer de renforcer la fécondité de la contradiction pour nos entreprises. Et donc finalement, le fait d'embaucher un philosophe d'entreprise, ce serait peut-être une nouvelle voie pour un management plus intelligent, plus agile, plus adapté aux nouvelles conditions? Oui, clairement. Clairement, je crois que c'est véritablement l'un des moyens, en tout cas privilégiés, pour permettre aux entreprises qui disent rechercher l'agilité, justement, eh bien de le faire rentrer dans les actes, dans leur propre organisation, en instituant, que ce soit un poste ou un groupe de personnes, explicitement chargés de la nourrir en les critiques pour lui permettre justement d'y répondre de manière suffisamment précoce. Naturellement, il peut toujours y avoir quelque chose, ça peut être perçu comme une sorte de bizarrerie, le poste de philosophe d'entreprise. Et de fait, moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mon intitulé de poste officiel, c'était d'être, je crois, directeur d'agence. Directeur d'agence parce qu'il fallait rentrer dans un certain nombre de cases préétablies correspondant à des grilles salariales, si vous voulez. Et donc, le poste lui-même de philosophe d'entreprise, c'est avant tout une sorte de contrat moral, quelque chose qui vous est reconnu par une instance de direction dans des comptes rendus, voilà, en tout cas, vous êtes chargé de nourrir l'organisation en critique. Donc vous pensez que c'est vraiment un poste qui devrait être amené à se développer et qui a toute sa place? Oui, Patricia, et de fait, on en voit déjà. Il y a déjà dans des grandes entreprises anglo-saxonnes des Chief Philosophy Officers. Dans d'autres, on voit bien que le sens est un petit peu différent. Il parle de Chief Evangelist Officer. Parce que sous le terme de Chief Philosophy Officer, on peut mettre deux choses. On peut mettre soit quelqu'un qui est chargé de promouvoir la philosophie d'entreprise et donc de défendre une doctrine déterminée, soit quelqu'un chargé de renforcer l'esprit critique en interne, de nourrir l'organisation en critique. Dans le premier cas, c'est plutôt un job de sophiste d'entreprise, quelqu'un qui est payé pour défendre une thèse particulière. Dans l'autre cas, eh bien, c'est davantage un authentique rôle de philosophe d'entreprise avec toute la dimension critique induite par cet intitulé. Écoutez, je vous remercie pour ces explications et j'espère que nous vous retrouverons très bientôt, peut-être lors d'une conférence. Merci Patricia de votre invitation. Merci.